qui est la vice-présidente de la catégorie 3, qui est présente au nord, Katia Lévy-Piché, qui est la vice-présidente de la catégorie 3 au centre. Il y a Joanie Arsenault, qui est la vice-présidente de la catégorie 3 du Sud, qui est absente en ce moment, est en arrêt de travail. Il y a Valérie Perrault, là, qui est en surplus, dans le fond, à l'équipe Nord, là, qui est présente aussi aujourd'hui. Et Virginie Casapoglu, là, qui est en surplus aussi au Nord, qui est présente. Et votre président par intérim, Stéphane Lavoie, qui est présent à la rencontre. Donc, c'est une rencontre d'information pour vous donner leur jeu de ce qui se passe présentement dans les travaux de l'équité salariale. Je sais que plusieurs d'entre vous attendent les développements de ce qui se passe. Fait que ce soir, on vient au moins vous donner les travaux actuels qui sont en ce moment. C'est pas pour non plus, on ne veut pas lancer de faux espoirs ni de morosité, strictement de mettre l'heure juste sur ce qui se passe en ce moment. Là, je veux juste vous dire aussi que, bon, vous l'avez vu passer sûrement dans votre écran, la rencontre va être enregistrée pour pouvoir la rediffuser à certaines personnes qui ne pouvaient être présentes, parce qu'évidemment, on a du personnel qui travaille de soir aussi. Pour leur permettre aussi de pouvoir la réécouter. Évidemment, il y a des bouts qui vont être coupés parce qu'on va garder strictement l'essentiel des informations qui vont être diffusées ce soir pour qu'ils puissent au moins avoir l'information complète de ce qui s'est passé ce soir. Juste vous dire aussi que pour ceux et celles qui connaissent plus ou moins l'équité salariale, évidemment, il va y avoir une présentation sur l'explication de l'équité salariale. Juste vous dire aussi que ce n'est pas parce que vous avez une plainte à l'équité salariale pour votre titre d'emploi qui est obligatoirement une augmentation de votre arrangement salarial comme règlement au résultat. Fait que juste vous mettre aussi ça à la tête ou à l'esprit, que ça aussi, ce n'est pas une obligation de résultat. Aussi, la présentation était diffusée en 3 blocs séparés. Donc, à la fin de chaque bloc, il va y avoir une période de questions et de commentaires pour vous permettre au moins de poser, si vous avez des choses à dire. Il ne faut pas attendre jusqu'à la fin, là, puis que peut-être certaines idées ou questions vous sortent de la tête. Donc, il va y avoir 3 blocs séparés, distincts. Le premier bloc, c'est plus l'explication de ce que c'est. On va aller un peu plus en profondeur sur l'explication de l'équité salariale. Il va y avoir aussi, dans le deuxième bloc, les travaux actuels, donc les plaintes de 2010, 2015 et 2020. Et le troisième bloc va être pour le plan d'action. Donc, c'est les 3 blocs qui vont être présentés. On va commencer. Donc, Geneviève va diffuser à l'écran. Il va y avoir un partage d'écran sur un diaporama, dans le fond, de PowerPoint. Fait qu'on va passer les diapositives une par une pour vous passer l'explication sur les 3 blocs. Donc, merci Geneviève. La plupart du monde doivent le voir à l'écran. Oui, la rencontre est enregistrée, effectivement, pour ceux et celles qui ne peuvent pas être présents ce soir. Donc, l'équité salariale, ce que c'est, hein? C'est assez complexe comme manœuvre. Donc, Geneviève, si tu peux avancer un petit peu. On va le mettre à plein écran. Excellent, merci. Donc, c'est le droit des personnes qui occupent un emploi à prédominance féminine de recevoir une rémunération égale à celle obtenue par les personnes qui occupent un emploi à prédominance masculine, donc équivalent. C'est une loi qui est en place depuis 1996 et on a le droit, dans le fond, les syndicats ou autres, on peut le faire individuellement aussi, de déposer des plaintes aux 5 ans. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'elle est bâtie, la loi, depuis 1996. Donc, la loi sur l'équité salariale prévoit 4 critères. Donc, au moins avoir 60% des deux sexes qui occupent, d'un des deux sexes plutôt, qui occupent les emplois de la catégorie. L'analyse de l'évolution historique du taux de représentation homme-femme dans la catégorie, des études de stéréotypes occupationnels et des écarts entre le taux de représentation d'une catégorie et le taux de représentation dans l'entreprise. Parce qu'évidemment, l'équité salariale, on parle d'entreprise parce que, évidemment, les entreprises privées aussi, ou certains, on va parler d'un CHSLD, exemple privé, qui n'est pas conventionné, ont aussi l'exercice à faire de l'équité salariale. Donc, ça ne s'adresse pas juste aux santé et services sociaux ou à l'éducation. Nous autres, on fait partie d'une autre catégorie. Donc, le critère non rencontré, c'est les catégories mixtes. Donc, si on n'atteint pas le 60% d'un des deux sexes, donc celui à prédominance féminin, on tombe dans une catégorie mixte. Donc, on ne peut pas déposer de plainte à l'équité salariale si on est dans une catégorie mixte. La loi sur l'équité salariale prévoit aussi 3 critères. Donc, on regroupe certains titres d'emploi en catégories. Là, je sais bien que ça peut être complexe.
Quand on est dans la fonction publique, on sait que nos titres d'emploi sont divisés en 4 catégories d'emploi. La 1 pour les infirmières, la 2 pour les PAB, le personnel d'entretien ménager. Puis on a les 4 catégories. Le personnel de la catégorie 3, c'est le personnel administratif et de bureau dont vous êtes. Mais là, on parle de catégories d'emploi où on regroupe des types et des catégories d'emploi ensemble selon les qualifications semblables, les fonctions et responsabilités semblables et une même rémunération. Donc, pour faire l'exercice de l'équité salariale, on regroupe des titres d'emploi qui ont ces 3 facteurs-là ensemble, puis ça s'appelle une catégorie d'emploi pour l'évaluation pour l'équité salariale. Évidemment, pour les regroupements en catégorie d'emploi, on n'a pas la liste officielle, c'est-à-dire que, par exemple, l'agente administrative classe 3 se retrouve avec qui comme comparatif de titres d'emploi masculin? Je ne les ai pas, ces listes-là. On essaie d'avoir la liste complète pour voir les catégories d'emploi, à quel titre d'emploi vous êtes comparé, mais présentement, nous ne les avons pas, ces listes-là, la liste officielle. Donc, comme exemple fictif, pour donner un exemple, catégorie masculine, on parle de mécanicien qui obtient 200 points, qui équivaut à 19 de l'heure. Je vais vous expliquer les points aussi par la suite. Menuisier qui obtient aussi 200 points est à 20 de l'heure. Donc, le taux moyen entre les deux titres d'emploi est 19,50. Quand on parle de la catégorie féminine, on parle, exemple, le titre d'emploi de secrétaire, bien, lui aussi obtient 200 points au niveau de l'évaluation de l'équité salariale, mais que son salaire est à 18 de l'heure. C'est là que le principe de l'équité salariale rentre en compte parce que selon le nombre de points qui est égal à d'autres titres d'emploi de même catégorie qui ont 200 points, comme ceux qui sont exposés plus haut dans la catégorie masculine, on voit que le salaire de la catégorie féminine est inférieur. Donc, selon le principe de l'équité salariale, elle devrait aussi gagner le salaire du taux moyen à 19,50. Et c'est là que quand on voit que le salaire est réajusté après le résultat ou le règlement de l'atteinte à l'équité salariale, mais le titre d'emploi prédominance féminin vient rejoindre, dans le fond, le taux moyen de salaire de la catégorie ou du titre d'emploi masculin. Donc, la loi a pour projet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination fondée sur le sexe à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emploi à prédominance féminine. Ces écarts s'apprécient au sein d'une même entreprise. Donc, nous, on est évalués selon l'ensemble des titres d'emploi masculins et féminins du secteur de la santé, des services et de l'éducation seulement. La loi fait le constat en prémisse que nos structures salariales doivent être équilibrées et des biais sexistes. La loi ne permet pas de tout régler parce qu'évidemment, à part de régler les iniquités sexistes, le rehaussement du salaire pour une catégorie d'emploi masculine ou mixte, bien évidemment, ne sont jamais évalués, eux, parce qu'ils n'ont pas droit de plainte à l'équité salariale. Le rehaussement du salaire moyen des emplois dans le secteur public et la protection du pouvoir d'achat, ça, c'est les conventions collectives qui règlent ça et non la plainte à l'équité salariale. La comparaison des salaires avec d'autres secteurs ou d'autres entreprises, parce qu'évidemment, on pourrait se comparer à d'autres secteurs de la fonction publique, d'autres ministères de la justice ou certains ministères fédéraux qui ont des salaires des fois plus élevés que les nôtres. Donc, ça ne touche pas à ça. Les distorsions salariales constatées entre des catégories. Donc, là, on parle des 4 catégories d'emploi. Par exemple, PAB pour infirmière auxiliaire ou infirmière dans la catégorie 1. Ça ne vient pas régler ça non plus. Et les problèmes de classification, de mauvaise attribution des tâches. Souvent, on en parle souvent entre catégories de classe d'agente administrative. On a des problèmes d'attribution au niveau des tâches. Qu'est-ce qui appartient à quelle classe d'agente administrative? C'est un exemple. Donc, comment trouver la valeur des emplois? C'est là qu'on va rentrer dans les choses un peu plus techniques. Comment est-ce que, dans le fond, l'évaluation de la plainte et du titre d'emploi est évaluée? Dans les réseaux de la santé, des services sociaux et de l'éducation, nous utilisons un plan d'évaluation qui comporte 17 sous-facteurs de critères d'évaluation. Donc, sous ces 17 sous-facteurs-là, c'est là qu'il va y avoir la classification des points. Tantôt, on a vu, dans le fond, que pour menuisier, mécanicien et secrétaire, on évaluait à 200 points le titre d'emploi. Donc, sous les 17 sous-facteurs, c'est de là que la classification des points va arriver. Donc, chacun de ces sous-facteurs comprend des niveaux pour déterminer quel énoncé reflète le plus adéquatement les tâches de chaque catégorie d'emploi. Geneviève, si tu peux me présenter, exemple, les 17 sous-facteurs, on les a. Bon, là, parce qu'on a un guide de 70 pages, là, évidemment, qui explique les sous-facteurs et comment ça fonctionne. C'est un petit peu plus complexe. L'évaluation est assez complexifiée, dans le fond, quand ils veulent s'estimer pour argumenter, pour dire est-ce que le titre d'emploi devrait augmenter de rangement salarial ou non. Donc, on a 4 grands facteurs qui sont divisés en 17 sous-facteurs.
Donc, chacune des notions des sous-facteurs est évaluée et dépendamment du titre d'emploi, on évalue, par exemple, dans le facteur numéro 1 pour l'effort, l'autonomie, le raisonnement, la créativité. Donc, sous ton titre d'emploi, quelle est la hauteur de l'autonomie, le raisonnement que tu dois faire dans le milieu de tes tâches, la créativité. Et chaque sous-facteur est évalué, dans le fond, et ça donne une cotation de points. Plus ton cotation de points devient élevée, plus il y a de possibilités, dans le fond, que ton rangement salarial soit revu à la hausse. Donc, si ton code de points n'atteint pas le niveau excellent, on va les voir un petit peu plus loin. En exemple, il n'y a pas d'augmentation au niveau du rangement salarial. Donc, c'est sous ces 17 sous-facteurs-là que l'évaluation de votre titre d'emploi est faite à la plainte à l'équité salariale. Merci Geneviève pour la publication. Je vais juste remettre celui central. Je vais donner 2 exemples de sous-facteurs. C'est la prochaine diapositive, s'il te plaît. Excellent. Dans le sous-facteur numéro 10, exemple, pour la formation professionnelle, vous voyez plus bas, dans le fond, que pour les années d'études, on évalue d'un certain nombre de points. L'exemple pour une 3e année de secondaire ou moins, ça équivaut à 18 points selon l'évaluation de ce sous-facteur. C'est un exemple parmi tant d'autres. Par contre, il y a des sous-facteurs qui sont un petit peu plus difficiles et plus complexes à détailler. Par exemple, là, le sous-facteur du raisonnement. Donc, le raisonnement habituellement exigé pour accomplir des tâches à l'emploi ou traiter les situations, c'est un petit peu plus dur à évaluer que le niveau académique qu'on a besoin pour un titre d'emploi. Donc, comment tu évalues les situations? C'est-tu complexe, peu complexe, très complexe? Fait que ça, j'imagine que c'est une forte argumentation des 2 parties, là, qui est le gouvernement, les syndicats devant la CNESST pour faire les représentations pour réévaluer, dans le fond, combien de cotations de points peut avoir ce sous-facteur, exemple, du raisonnement. Sur la prochaine diapo, on va voir un exemple des points que ça donne par rangement salarial. Donc, évidemment, depuis le 2 avril 2019, vous vous souvenez sûrement, avec la convention collective, on a eu la partie qui s'appelait la relativité salariale. Donc, à partir du 2 avril 2019, tous les groupes salariaux ont été incorporés dans 28 rangements salariales, ce qui a fait en sorte que certains titres d'emploi ont bougé d'augmentation de salaire, d'autres diminué. Je sais que dans la catégorie 3, il y en a plusieurs qui sont tombés hors taux, hors échelle à cause de la relativité salariale. C'est à cause qu'on vous a inclus dans 28 rangements salariaux. Fait qu'il n'y a plus 100 différents titres d'emploi avec des salaires différents. On est regroupé maintenant en 28 rangements. Donc, plusieurs titres d'emploi se retrouvent, exemple, dans le rangement 1, plusieurs titres d'emploi se retrouvent dans le rangement 2 et ils ont tous le même salaire par rangement. Et là, ce qu'on voit, dans le fond, c'est chaque rangement salarial a une cotation en points. On a vu tantôt, dans le fond, le menuisier, exemple, le mécanicien était à 200 points, bien, il pouvait être seulement dans le rangement de salaire numéro 1 parce qu'il était à 200 points. Et lorsqu'on va évaluer, dans le fond, les 17 sous-facteurs et que la cotation des points augmente, et si vous dépassez le 204 points du rangement 1, bien, vous tombez automatiquement dans le rangement 2, ce qui fait en sorte que vous avez une augmentation au niveau de votre rangement salarial. C'est ça ce qui en résulte, le règlement ou le résultat de l'équité salariale. Et tant aussi longtemps que vous ne franchissez pas la ligne du maximum de points du rangement, il n'y a pas d'augmentation de salaire. Donc, il peut arriver que certaines plaintes, évidemment, on va le voir tantôt plus loin, qu'avec certaines plaintes, on pourra avoir une augmentation du nombre de points, mais pas d'augmentation au niveau salarial. Donc, tout est coté de cette façon-là. Là, on voit qu'il y a à peu près une trentaine de points par rangement salarial. Donc, les 17 sous-facteurs sont évalués de cette façon-là, à savoir si vous êtes au bon rangement salarial. C'est pas mal ça. Merci. Donc, la prochaine, on va juste vous présenter, Geneviève, si tu peux présenter. Je vais là à l'écran, tu le présenteras après celle-là. Dans le fond, les rangements salariaux, juste pour vous donner un exemple, pour les titres d'emploi qui sont concernés présentement aux plaintes à l'équité salariale. Donc, acheteur, vous êtes au rangement 9 sur le 28. Secrétaire médical, vous êtes au rangement 8, comme les secrétaires juridiques. Après, les agentes administratives, là, on parle de l'agente classe 1, elle est au rangement 9. L'agente administrative classe 2 est au rangement 8. La classe 3 est au rangement 6 et la classe 4 au rangement 4. Donc, Geneviève, juste quitter, on va vous montrer les 28 rangements, ce que ça a l'air. Si vous voulez la feuille, évidemment, elle est publique, là, on peut vous la partager après. C'est diffusé public, dans le fond, c'est les salaires de la fonction publique, donc diffusé en 28 rangements. Donc, le rangement 1 est le salaire le plus petit, évidemment, et le rangement 28 est le salaire le plus élevé de notre fonction publique en santé et services sociaux. C'est quand même assez petit, là, mais on voit dans le fond les échelles salariales. Donc, vous avez les échelons salariales qui peuvent aller de 1 jusqu'à 18, là, dépendamment de votre rangement. Et vous avez les rangements là, à la gauche là, qui descendent de 1 à 28.
Donc, si, comme je viens de dire, exemple, ceux qui sont au rangement 9, bien, si vous prenez la ligne 9, vous voyez tous vos échelons jusqu'à votre top salarial, dans le fond. Exemple, le 9, là, il y a 6 échelons. Donc, l'échelle maximale est, il y a 7 échelons, donc l'échelle maximale est à 26 de l'heure. C'est comme ça que c'est évalué. Fait qu'on est classé selon, dépendamment de nos statuts, nos 17 sous-facteurs, sous les 28 rangements qui sont exposés là. C'est comme ça que ça fonctionne. Juste vous dire aussi que parmi les rangements, il y en a qui ont des fonctionnalités qui sont un petit peu autres. Quand on parle des secrétaires médicaux, ils ont une lettre d'entente aussi dans la convention collective là, concernant l'équité salariale, ce qui leur a donné à la dernière convention collective un 3 % de plus en prime au niveau de leur salaire jusqu'à temps qu'on aurait un règlement, dans le fond, à l'équité salariale. C'est les secrétaires médicaux, la lettre d'entente numéro 63 dans la convention collective. Fait que s'il y en a qui sont intéressés à aller la voir, vous pouvez aller lire ou c'est sur une page, là, ça l'explique vraiment le pourquoi vous avez le 3 % de plus en salaire depuis 2020-2021, depuis la dernière convention collective. Pour les secrétaires juridiques, c'est la lettre d'entente numéro 49. Grosse problématique au niveau des secrétaires juridiques, évidemment, pour la convention collective de 2015-2020. Avec la relativité salariale au 2 avril 2019, vous êtes tombé hors taux, hors échelle, avec une diminution de 3 échelons salariales. Vous êtes passé de 9 à 6. Évidemment, il y en a qui sont restés hors taux, hors échelle. Depuis la nouvelle convention collective qui est rentrée en vigueur en 2020-2021, vous pouvez atteindre jusqu'au rangement 9, pas au rangement 9, l'échelon 9. Donc, vous pouvez retomber à vos anciens échelons salariales que vous aviez avant le 2 avril 2019, là, si vous franchissez plus de 6 ans d'années de service. Donc, il y a ça qui est réapparu. Donc, c'est la lettre entente 49. Pour ceux qui sont, celles qui sont secrétaires juridiques, vous pouvez toujours aller la lire. Donc, le calcul du salaire versus le rangement, après avoir situé chacun des emplois masculins en fonction de leurs points et de leur salaire dans les rangs, on détermine la courbe salariale des emplois masculins. La courbe salariale est une représentation mathématique de la structure salariale des emplois masculins. Donc, vous allez voir le graphique à la page suivante. Donc, c'est le graphique, vous voyez la ligne noire dans le milieu, ça explique dans le fond la courbe salariale des titres d'emploi masculins. Donc, en bas, ce que vous avez, c'est les rangements de 1 à 28 et dans la colonne qui s'élève, c'est le salaire du taux horaire. Il y a aussi les points bleus. Les points bleus, c'est les titres d'emploi dans le rangement. Donc, ce qui est égal à la courbe ou supérieur à la courbe, pour eux, s'il y aurait une plainte à l'équité salariale, il n'y aura pas de réajustement au niveau de leur salaire. Mais tous ceux ou celles qui ont des titres d'emploi par le point bleu qui sont en dessous de la courbe, puis il y a une évaluation au niveau de l'équité salariale, bien, le but, c'est d'aller chercher le rangement salarial pour atteindre la courbe qui est le salaire moyen des titres d'emploi masculins. Fait qu'on voit, dans le fond, le graphique est un exemple, là, mais on voit qu'il y a encore des titres d'emploi qui sont sous la barre de la ligne de la courbe des titres d'emploi masculins. Pour vous donner un exemple aussi sur le total des rangements des points, fait qu'évidemment, c'est les 4 mêmes exemples tantôt, c'est juste que ça égale le salaire qui est au bout de la ligne. Donc, on voit que par les rangements salariaux, le salaire est toujours plus élevé, plus qu'on monte de rangement, dépendamment des points qu'on a par titre d'emploi. Ça met fin au bloc 1. Avez-vous des questions ou des commentaires? C'est vraiment l'explication la plus technique qu'on peut faire là, et la plus simple peut-être pour vous expliquer en plus profondeur c'est quoi l'équité salariale. Gênez-vous pas si vous pouvez passer par le chat ou seulement lever la main là, pour ceux qui sont plus habitués par le petit onglet réaction. Sinon, s'il y a des questions qui viennent par la suite après la présentation, n'hésitez pas là aussi à nous écrire, là, dépendamment de votre VP de catégorie, peu importe. Là. En espérant que c'était clair. Ah, il y a Geneviève Alain. Est-ce que c'est possible de savoir c'est quoi les emplois qui sont sous la ligne dont vous parliez, là, qui sont les emplois ciblés pour l'équité salariale? Je ne les ai pas, mais oui, on pourrait les sortir. Effectivement, je pourrais peut-être tenter de les avoir, les titres d'emploi. Je ne les ai pas en ce moment, par exemple, Geneviève, mais c'est une très bonne question. Merci. Juste vous dire, peut-être les questions qu'on n'ait peut-être pas les réponses, parce qu'évidemment, on ne sera peut-être pas capable de répondre à l'ensemble des questions. Je sais que vous avez reçu l'invitation aussi par courriel de masse là, que Geneviève vous a envoyé la semaine passée. On pourrait peut-être prendre d'autres les questions à délibérer, puis si on trouve les réponses, vous les partagez par le même courriel de masse pour que vous ayez au moins l'ensemble des réponses en même temps que tout le monde. Ça peut être intéressant, parce qu'une question peut être bonne pour un, mais effectivement, c'est une bonne réponse pour quelqu'un d'autre aussi. Marie-Hélène. Excuse-moi.
J'aurais une question. Présentement, je suis agente administrative 3. Oui. J'ai eu un poste comme secrétaire médical. Le changement au niveau salarial, ça va se passer comment? Il va falloir que je recommence à la base avec secrétaire, comme j'ai fait avec agente? Ça dépend parce que si le titre d'emploi sur lequel tu t'envoies est une promotion, c'est vraiment de convention collective, ce n'est pas d'équité salariale. Si c'est ton titre d'emploi, dans le fond, l'échelle salariale, la première échelon et le dernier échelon sont supérieurs à ce que tu avais. On appelle ça une promotion. Normalement, tu vas commencer à l'échelon égal ou supérieur du titre d'emploi. Mais ça, présentement, je suis complètement en bas de ce que... OK. Il faudrait le regarder peut-être plus précisément en cas, là. OK. Je te dirais peut-être de regarder avec la vice-présidente de catégorie de ton secteur. Je ne sais pas de quel secteur tu viens. Saint-Jérôme. OK. Bon, avec Katia, on peut le regarder. OK, merci. Il n'y a pas de quoi. Autre question, ça va pour l'instant? Il y en a sur le chat. Et sur le chat, je vais laisser l'équipe des vice-présidences les regarder. Et sinon, ça pourrait être long. Ils vont tenter de répondre aux questions. Sinon, s'il y en a qu'on n'est pas capable de répondre, on va les prendre en délibéré, évidemment. Et on va pouvoir vous revenir. Peut-être jeter un coup d'œil vite fait, juste pour voir s'il y en a qui sont peut-être hyper importantes à saisir pour l'instant, vu que le bloc vient de finir. Moi, j'ai une question. Oui. Pour l'équité salariale, est-ce que c'est juste pour l'année 2010, Non. 2015 et 2020? Oui, c'est ça. OK. C'est les 3 années. Ah, c'est les 3 années. Parfait. Oui. Je vais faire, dans le bloc 2, je vais parler des 3, les travaux qui sont rendus dans les 3. Merci beaucoup. Pas de quoi. Ça va. Est-ce d'autres qui veulent prendre la parole ou on continue avec le bloc numéro 2? Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous revient? C'est pas grave. Vous pouvez revenir à la période de questions du bloc 2 pour poser une question sur le bloc 1 sans problème. Donc, Geneviève, si tu peux reprendre le partage d'écran, s'il te plaît. Donc, on va arriver dans le fond, on a plus le crunch du sujet pour les plaintes à l'équité. Donc, on va les traiter par année de plaintes, donc 2010, 2015, 2020. Les plaintes, évidemment, pour ceux de la catégorie 2, ils ont dans l'ensemble, tous été réglés lors de la dernière négo de convention collective nationale. Donc, on parle l'ensemble des sites d'emploi, il y avait juste les préposés, des retraitements, des dispositifs médicaux qui a traîné après l'équité salariale. On parle, dans le fond, pour les titres d'emploi de la catégorie 3, les agentes administratives classe 1 à 4, secrétaire médical, acheteur-acheteuse et secrétaire juridique. Il y avait la jointe à la direction aussi, mais chez nous, ils sont SNS, mais j'ai quand même une nouvelle qu'on a appris vendredi concernant les adjointes à la direction. Il y a peut-être certaines ou certains d'entre vous qui ont déjà été dans le passé, peut-être adjoints ou adjointes à la direction, donc ça pourrait arriver je vais en parler aussi tantôt. Il y a eu des réajustements aussi. C'est correct, Geneviève? Oui, c'est correct. Je vais continuer pareil. Dans le fond, je suis dans le même diapositive. Dans le fond, juste pour dire que des titres d'emploi non plus qu'en 2010, c'était une nouvelle création où il était en création, dans le fond, du titre d'emploi. Donc, secrétaire médical et secrétaire juridique, elles vont être pris à part. Elles ne seront pas intégrées dans une catégorie avec d'autres emplois pour le traitement de la plainte 2010. Ce qu'on nous a dit, c'est qu'elles vont être traitées distinctement, seules, vu que le titre d'emploi apparaissait dans ce moment-là, en 2010, parce qu'avec les fusions et les différents emplois qu'il y a eu, on a eu des revisitations, dans le fond, ils ont revisité un petit peu la nomenclature des titres d'emploi. Il y a des titres d'emploi qui ont disparu, réapparus depuis 2010. Donc, secrétaire médical et secrétaire juridique, vos titres d'emploi ne seront pas comparés à d'autres titres d'emploi d'une catégorie. Ils vont être juste traités individuellement et distinctement. Excellent. Tu peux se passer à l'autre diapo. Merci. Donc, pour les plaintes de 2010, il y a 4 étapes. On serait rendu à celle qui est en rouge, donc la 3e. Les outils d'évaluation, donc les 17 sous-facteurs ont été évalués. Donc, l'évaluation, elle est complète et finale au niveau de ce côté-là. En 2e étape, la composition des catégories d'emploi et de leur prédominance. Fait qu'on a traité chacune des plaintes. Est-ce que le titre d'emploi est à prédominance féminine ou pas? Ou s'il est rendu dans une catégorie mixte. Donc, ça, c'est fait aussi. Tout a été calculé. On les a intégrés dans des catégories d'emploi de même niveau, donc de même nature académique, ressemblance des responsabilités, etc.
Et on serait rendu à l'étape numéro 3, qui est l'évaluation des catégories. Donc, ils vont les évaluer entre eux parmi la catégorie. Pour l'étape 2 et 3, la CSN aurait reçu le préavis de décision en lien avec la plainte des différents titres d'emploi. On nous a dit, dans le fond, que c'est juste un préavis. Il se pourrait qu'à la décision finale, ça soit autre chose qui soit présenté, mais ils ne pensent pas qu'il va y avoir une différence entre le préavis et la décision finale. Donc, pour les plaintes de 2010, le gros travail est fait. Donc, on devrait avoir la décision finale. On ne sait pas quand, par exemple, parce que j'ai tenté de regarder pour avoir la question, parce que je vais sûrement me la faire poser. Y a-t-il des délais prévus entre le préavis de décision et la décision finale? Je n'ai pas encore la réponse. Ce n'est pas très clair dans la loi sur l'équité salariale, surtout sur les délais, parce qu'on s'entend que les plaintes datent de 2010, puis ce n'est toujours pas réglé. La plus grosse faiblesse de cette loi-là, c'est les délais. Il n'y en a pas de prévu dans cette loi-là. Donc, j'essaie d'avoir la réponse entre le délai pour le préavis de décision et la décision finale. Et avec la décision finale, va tomber, dans le fond, à l'étape numéro 4. Fait qu'on va avoir l'estimation des écarts salariaux. Donc, dans les préavis, on a quand même des informations. Est-ce que ça va changer à la décision finale? Je ne sais pas, mais on est quand même capable de vous présenter au moins ce qu'il y a dans le préavis de décision. Donc, Geneviève, passer à l'autre. Donc, l'étape d'évaluation que je n'ai un peu parlé un petit peu dans l'autre, préavis. La CNESST ne retient pas plusieurs prétentions de la Fédération sur l'évaluation de plusieurs catégories d'emploi. Donc, c'est là qu'on obtient des différences entre l'argumentation patronale et l'argumentation syndicale, et la CNSST doit trancher. Et pour l'instant, pour certaines révisions, dans le fond, ils ne retiennent pas certaines argumentations par la Fédération. Fait qu'il y a des représentations qui doivent se poursuivre et être portées à l'attention de la commission. Donc, c'est ça qu'on attend, dans le fond, de la commission. C'est la CNESST qui prend les décisions finales là-dessus. Donc, ce qu'on a comme décision finale, donc le processus dans lequel la CNSST concernant les plaintes de maintien de 2015 va débuter seulement une fois que l'enquête des plaintes de 2010 va être terminée. Les représentations entamées pour les plaintes de 2010 se poursuivent sur l'ensemble des catégories d'emploi. Et là, je vais vous nommer exactement c'est quoi qu'on a, dans le fond, pour les plaintes de 2010. Soyez pas déçus ou peut-être vous allez être contente ou pas. De toute façon, les traitements sont aux 5 ans. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas peut-être d'augmentation de rangement salarial à la plainte de 2010 qu'il n'y aura pas à la 2015. Je vous ai expliqué tantôt la cotation des points. Donc, si les points, on s'accote à la limite du rangement salarial, mais qu'on n'a pas pour une plainte, à la prochaine, par exemple, à la prochaine évaluation des 17 sous-facteurs, il se pourrait que vous augmentez de rangement salarial, ce qui pourrait être pas le cas de ceux qui vont augmenter en 2010. Ça ne veut pas dire qu'ils vont augmenter en 2015 aussi. Donc, c'est ça qui est à retenir aussi. Ce qu'on a comme information, donc, au-delà que les secrétaires médicales et juridiques vont être traités distinctement. Pour les agentes administratives classe 4, on aurait l'information, dans le fond, qu'il y aurait une augmentation de 2 rangements salariales. Donc, ils passeraient du rangement 4 au rangement 6. Les agentes administratives classe 3 auraient une augmentation de rangement salarial. Donc, ils passeraient du rangement 6 au rangement 7. Pour les agentes administratives classe 2 et classe 1, on n'aurait pas d'augmentation de rangement salarial pour l'instant. Probablement que peut-être avec la plainte de 2015, c'est probablement là. Tout ce qu'on a comme information, c'est que vous avez augmenté au niveau de la cote des points, mais pas assez pour augmenter, dans le fond, le rangement salarial. Fait qu'on ose espérer que, vu qu'après ça, c'est le traitement de la plainte de 2015, que ça soit fait autrement. Fait qu'on attend ça. Pour ceux et celles qui auraient été adjointes à la direction, on a reçu un mémo d'info-nomenclature vendredi. Ce qu'on aurait comme information, c'est que pour les adjointes, dans le fond, la direction, il y aurait l'augmentation d'un rangement salarial. Donc, elle passerait du rangement 11 au rangement 12 avec une rétroaction au 10 avril 2013 parce que le titre d'emploi est apparu seulement en avril 2013. Donc, il ne peut pas reculer jusqu'en 2010. Donc, pour adjointe à la direction, pour ceux et celles qui auraient peut-être occupé le titre d'emploi à cette époque, aurait une augmentation d'un rangement salarial pour eux. C'est l'agro. Acheteur, je vais revenir plus loin parce que vous ne rentrez pas dans la même catégorie. Fait que c'est l'information qu'on a sur les préavis décisionnels. Fait que est-ce que la décision finale va être ça? Je ne sais pas. Mais présentement, dans le préavis décisionnel, c'est ce qu'on aura comme information présentement pour les augmentations des rangements salariaux.
Fait que c'est bon. Pour 2015, il n'y a rien qui est entamé. Ils ne sont même pas encore à l'évaluation des 17 sous-facteurs. Fait que tant qu'il y a aussi longtemps que l'étape 4 ne sera pas franchie pour la plainte de 2010, 2015 ne peut pas commencer. Pour les plaintes, dans le fond, de 2020, parce que ça, on est un petit peu ailleurs, il y a eu ils ont repoussé aussi les délais pour 2020 à cause de la COVID, évidemment. Fait qu'on n'avait pas jusqu'en décembre 2020 pour déposer les plaintes. Ça s'est tiré jusqu'en décembre 2022 pour pouvoir déposer les plaintes. Donc, l'évaluation des tâches et responsabilités, changement de qualification requise, création, abolition et fusion de catégories d'emploi, changement dans les conditions de travail, rémunération particulière, modification législative et les moments où l'événement est survenu, c'est ça qu'ils vont évaluer en 2020. Donc, ils sont encore à cette étape-là pour 2020. Ça ne veut pas dire que les travaux de notre côté, de la Fédération, ne sont pas entamés déjà pour traiter 2015 et 2020, même si les pourparlers avec les parties ne sont pas commencés pour 2015-2020. On commence déjà à ramasser l'information. On a même une personne de notre syndicat de l'Équipe Sud qui fait partie de la Fédération en ce moment qui ramasse les informations et les événements pour les titres d'emploi qui ont une plainte à 2020 pour déjà se préparer à l'argumentaire qui va être lancé. Fait que ça, c'est déjà lancé pour 2020. Fait qu'évidemment, on espère que pour 2015, les titres d'emploi, que pour l'instant, on n'a pas de préavis de décision qu'il y aurait une augmentation au niveau du rangement salarial, que pour 2015, on y arrive. J'ose espérer. Fait que c'est ça qu'on attend pour 2015-2020. Et c'est ça que j'expliquais sur ce que tu peux changer, Geneviève, s'il te plaît. Donc, pour le maintien, dans le fond, la mise en place d'un comité ad hoc, le gouvernement a proposé, on a aussi deux personnes militantes là, qui sont consacrées aux travaux. Donc, la personne que je vous parlais de l'Équipe Sud, là, qui participe, dans le fond, aux travaux de recherche là, pour 2020. Donc, on a au moins la chance d'avoir quelqu'un de notre syndicat là, qui participe aux travaux, donc pour transmettre les informations. Fait que s'il y a des changements au travers de vos titres d'emploi, nous, ce qu'on fait, c'est on la fait parvenir au contact qu'on a évidemment de notre syndicat là, qui travaille avec la Fédé en ce moment pour les exercices de 2020. Donc, le partage des informations sur les événements et des prédominances sexuelles des catégories d'emploi de la part du Conseil du Trésor, puis l'échéancier des représentations au Conseil du Trésor était jusqu'au 11 juin 2023 là, pour les plaintes de 2020. Fait qu'on a déjà, les travaux continuent quand même si 2010 n'est pas closé, si on peut dire, là, officiellement encore. Donc, ça serait la fin du bloc 2. Là, j'imagine qu'il va y avoir peut-être plusieurs questions ou commentaires, mais en tout cas, c'est l'information qu'on a en ce moment. Mélanie. Il y a Mélanie, tu peux ouvrir ton micro. Oui, moi, en 2015, de 2015 à 2016, j'étais secrétaire médicale. Est-ce qu'ils vont le prendre en compte? Parce que là, tu disais tantôt que cette catégorie-là, ils vont le prendre comme tout seul. Oui, bien dans le fond, le titre d'emploi va être évalué tout seul. Il ne sera pas mixé avec d'autres titres d'emploi à caractère masculin. Fait qu'ils vont être pris distinctement. Ils ne l'intégreront pas dans des catégories. Le fait que c'est un nouveau titre d'emploi qui est apparu un peu plus entre 2010 et 2015, il va être évalué tout seul. Fait que ça se pourrait qu'il monte de rangement ou pas, là, je ne sais pas. Mais s'il monte de rangement puis tu as effectué des heures sur ce titre d'emploi-là, puis il y a une rétroaction à faire, bien évidemment, tu aurais la partie de la rétroaction sur les heures que tu as faites à ce moment-là. Moi, j'ai eu un an à mon poste, un an ou 2. Fait que ça pourrait arriver, oui, que tu as une rétroaction sur l'année, peut-être, que tu étais là. OK. Puis si j'ai bien compris, l'agente administrative classe 2 pour la plainte de 2010, pour l'instant, il n'y a rien qui est concluant. Là, effectivement. Ben, en tout cas, dans l'avis pré-décisionnel, il n'y a rien de concluant pour la classe 2 et la classe 1. Il y aurait eu une augmentation au niveau du pointage, mais pas assez pour atteindre le rangement salarial qui est supérieur. Classe 2, vous êtes rangement 8 et classe 1, vous êtes rangement 9. Donc, pas assez pour augmenter d'un rangement encore supplémentaire. On ose espérer que la plainte de 2015 va faire en sorte que là, vous allez y arriver. OK, parfait, merci. De rien. Julie. Bonjour, moi j'aimerais savoir pour les acheteurs, tu as dit que tu reviendrais là-dessus, mais là, on n'a pas entendu parler, puis le bloc est... Oui, c'est ça, c'est ma prochaine étape parce qu'il ne passe pas sur l'évaluation de l'équité salariale. Parfait, merci. Ça s'en vient. Le iPhone de Karine Georges. Karine, est-ce que tu es capable d'ouvrir ton micro? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon.
D'accord. J'aimerais savoir si c'est possible de détailler un petit peu sur l'histoire des secrétaires médicales. Vous dites qu'on a un nouveau type d'emploi, mais ce que je comprends pas, c'est qu'on a toujours été considérés comme des secrétaires médicales. Vous avez dit aussi qu'on va être traité distinctement tout seul, secrétaire juridique, secrétaire médical, mais ça veut dire quoi ça pour nous? Est-ce qu'on a plus de chances d'être augmenté? On s'enligne comment là-dedans? Ben, les chances, je ne les connais pas. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'avec les autres types d'emplois, exemple, si on prend, peu importe, agent administratif classe 3, ils font le comparatif aussi avec les autres types d'emplois prédominance masculin qui ont le même niveau académique, le même niveau de responsabilité. Là, le fait que secrétaire médical et secrétaire juridique, ils vont vous prendre distinctement, c'est qu'ils ne feront pas une évaluation en titre avec des comparaisons d'un autre type d'emploi. Ils vont vous évaluer tout seul à savoir si votre type d'emploi est à la bonne place ou pas. OK. Puis ce que j'avais comme information, c'est quand je recule dans la nomenclature des titres d'emploi, genre en 2005, 2010, puis peut-être 2015, là, parce qu'il y a une évolution dans la nomenclature. Le titre d'emploi existait avant 2010. Il a disparu après ça avec la nomenclature de 2010. Il est réapparu après ça parce qu'ils ont fusionné plusieurs titres d'emploi. Là, je ne pourrais pas les nommer, là, mais la nomenclature, il y avait multiples titres d'emploi. Exemple, pour agent administratif, il y avait réceptionniste, commis. Il y avait plein de titres d'emploi qui ont fusionné en agent administratif. Exemple, là, classe 1, 2, 3, 4. Puis après ça, ils vous ont redivisé après ça en secrétariat administratif. Il y a plein de modifications qui se font au fil des années dans la nomenclature et il y aurait eu une disparition à un moment donné, peut-être de mois ou d'années, pour ces deux types d'emplois-là avant de réapparaître pour remettre une distinction que vous avez maintenant. OK, parfait. C'est bon. Merci. De rien. Cynthia. Oui, bonjour. Bonjour. J'aimerais savoir, pour les gens qui ont quitté le CIS, mais qui ont été quand même touchés par tout ça pendant de longues années, est-ce qu'on est éligible? Oui. Excellent. Oui, éligible. La seule partie, c'est quand il y a la rétro et des montants qui sont versés. Ils vont verser en premier aux employés qui sont encore là actuellement. Ceux qui ont quitté l'emploi, évidemment, en espérant que l'employeur vous retrouve. Parce que des fois, il y a des changements d'adresse, changements de numéro de téléphone. Il y a des communications qui sont faites pour envoyer les sommes qui sont dues aux personnes qui auraient quitté à ces moments-là. OK, je comprends. Parfait, merci. On l'a vécu avec les titres d'emploi de catégorie 2 de PAB et ASSS, comme les règlements pour la dernière. Les personnes ont eu leur montant, évidemment, avec ça. Parfait, bien, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. D'autres questions, d'autres commentaires? Sylvie. Oui, je voulais savoir, est-ce que aussitôt qu'on a fait des heures, soit à titre d'agente administrative ou de secrétaire médical, on est inclus automatiquement dans la plainte, c'est ce que je comprends? Ben, ça ne se fait pas par employé, c'est vraiment par titre d'emploi, mais un coup que l'évaluation de votre dossier est faite, si vous avez franchi plusieurs titres d'emploi au cours de votre carrière, bien, ils vont l'évaluer par le temps que vous avez fait dessus, donc les heures. Fait que si le correctif du taux horaire de l'heure n'est plus le même selon le résultat de l'équité salariale, bien évidemment, il y a des sommes qui vous sont dues, puis peu importe la somme que c'est, et le temps que vous avez fait, c'est votre argent. Donc, habituellement, il vous est versé. D'accord, merci. De rien. D'autres questions, commentaires? Oui, Mathieu, je vais te faire la lecture d'une question dans le chat. Donc, la question de Mélanie Dubois. Si, par exemple, en 2010, j'étais agent 4, en 2015, agent 3, en 2020, agent 2, est-ce qu'il y aurait une majoration en fonction de chaque type d'emploi en fonction des différentes années? Oui, effectivement. Donc, Mélanie, tu vas avoir une rétro pour ta classe 4, tu vas avoir une rétro pour ta classe 3 et en espérant une rétro d'une augmentation salariale dans le fonds de rangement salarial pour la 2, peut-être pour 2015-2020, tu aurais une seconde encore rétro. Donc, ils vont le définir par type d'emploi occupé. Puis effectivement, il y a plusieurs personnes qui étaient agentes administratives qui ont monté les classes tranquillement au fil des années. Donc, chaque rétro est accessible sur le temps que vous avez fait sur le type d'emploi. J'espère que ça répond à ta question. Vu que tu es dans le chat, là, je ne te vois pas non plus à l'écran. Prochaine question dans le chat. Est-ce que les secrétaires médicales, question de Annie Gagnon, est-ce que les secrétaires médicales, on prévoit une augmentation de rangement? Je n'ai pas l'information pour le moment pour secrétaire juridique et secrétaire médical.
Tout ce que je vois, c'est dans la lettre d'entente pour les secrétaires médicales, vous avez un 3 supplémentaire depuis l'entrée de la convention en 2021 à cause de ça. Dans le fond, grâce à ça, parce qu'ils étudient votre dossier pour l'équité salariale. Et s'il y a une augmentation d'un rangement ou deux, peut-être trois, je sais jamais, là, au niveau de votre titre d'emploi, le 3 que vous avez grâce à la convention collective prendrait fin et c'est l'augmentation de l'équité salariale qui prendrait place avec la rétroaction. Mais présentement, je n'ai pas d'informations s'il y a eu du cheminement ou de l'avancement concernant ces deux titres d'emploi-là. Chantal Bédard. Oui, bonsoir. Vu que vous parlez de la prime, parce que je suis secrétaire médicale, oui. Si ça prend encore 5, 6, 10 ans, est-ce que la prime va rester pendant longtemps? Savez-vous? Non, je ne le sais pas. De deux, en plus, il est en lettre d'entente, donc au renouvellement de notre prochaine convention collective, elle pourrait sauter cette prime-là. Hein. C'est juste une lettre d'entente, ce n'est pas inclus dans la convention collective. Ce qu'on ne souhaite pas, j'imagine que certains travaux ont avancé pour les deux titres d'emploi qui prennent distinctement, mais vu que je n'ai pas d'informations, si je ne veux pas t'induire ou induire les autres en erreur, je vais essayer de faire des recherches, savoir si je suis capable d'en avoir plus par la fédération. Parce qu'à part de nous avoir dit qu'ils prenaient distinctement ces deux titres d'emploi-là, j'ai eu aucune autre information s'il y avait de l'avancement ou pas. OK, merci. Mais je vous le souhaite qu'il y ait un règlement à la hausse parce que le 3 évidemment, c'est une prime, ce n'est pas régopable. Fait que au niveau de votre retraite, ça ne paraît pas. C'est beaucoup mieux d'avoir un rangement salarial à la hausse inclus dans votre salaire qui aurait des impacts sur votre régop. OK, merci. De rien. Geneviève, c'était-tu correct dans le chat ou… Oui, mais je pense que c'est une question que Julie peut répondre. OK, Julie va être capable de répondre. Excellent. Donc, on va enchaîner. Évidemment, là, je vais rentrer dans le titre d'acheteur parce qu'il a été pris à part de la plainte à l'équité salariale. Je vais demander à Geneviève si elle peut remettre le partage d'écran. Donc, acheteur, évidemment, il y avait une plainte à l'équité salariale pour 2010, je crois. Je ne les ai pas toutes en fonction. Et le titre d'emploi, le gouvernement voulait faire beaucoup de changements et réévaluer complètement le titre d'emploi. Et il a décidé, dans le fond, d'exposer le titre d'emploi au Comité national des emplois. Donc, selon notre convention collective à l'article 31, qui définit qu'il y a un comité qui peut être mis en place pour évaluer les titres d'emploi. Le titre d'acheteur a été envoyé à ce comité pour l'évaluation complète du titre d'emploi. Et ce que j'ai appris, dans le fond, c'est que le titre d'emploi d'agente à la direction a subi le même sort. C'est pour ça qu'on a reçu une info nomenclature vendredi. Là, ce que je ne sais pas, et ce que j'essaie d'avoir la réponse, c'est est-ce que l'ensemble des titres d'emploi qui font le transfert au Comité national des emplois et qu'ils ont un gain, exemple, au niveau salarial, est-ce que ça met fin à la plainte à l'équité salariale qu'elles avaient? Ça, c'est la réponse que j'attends. Je pense que oui, mais je ne suis pas certain. Donc, j'ai fait une demande à la Fédération d'avoir une réponse là-dessus pour avoir les certitudes. Est-ce que ça met fin à la plainte à l'équité salariale si, au niveau du Comité national des emplois, le titre d'emploi est révisé? Donc, cet article-là de la Convention collective nationale fait en sorte qu'au comparatif au niveau de la loi de l'équité salariale, le comité a des délais prévus. Puis quand je le regarde, l'article 31, c'est quasiment plus souhaitable que les titres d'emploi, si ça met fin à la plainte à l'équité salariale, passe par le Comité national des emplois parce qu'au moins, il y a des délais prévisibles sur le fait qu'ils doivent rendre des réponses et une décision. Et le titre d'emploi d'acheteur, évidemment, ce qu'on a su, c'est qu'il passe dans le Comité national des emplois pour une révision complète. Et le comité a pour mandat de déterminer le rangement applicable, dans le fond, à tout titre d'emploi, tout nouveau titre d'emploi qui est référé par le ministère ou à tout autre titre d'emploi existant pour lequel le ministère justifie les exigences académiques. Fait que c'est ce qu'ils voulaient revoir, dans le fond, pour eux. Pour ce faire, il doit utiliser le système d'évaluation des emplois en vigueur et déterminer les codes d'évaluation attribués à chacun des sous-facteurs d'évaluation. Ils reprennent une partie de les plaintes à l'équité salariale pour évaluer les sous-facteurs d'évaluation, revoir les exigences académiques s'il faut. Et dans le fond, ce comité-là, vu qu'il y a des délais beaucoup plus précis, puis que c'est une entente, dans le fond, entre nos parties pour la convention collective, ils ont 90 jours pour s'entendre pour l'évaluation de l'emploi. Et s'il n'y a pas d'entente, ils peuvent l'amener en arbitrage, dans le fond, pour déterminer, dans le fond, si les sous-facteurs qui sont en litige, pour quelle partie a raison.
Puis la 5e vague d'évaluation du titre d'emploi suivant, parce qu'il y a plusieurs titres d'emploi, on les a enlevés les autres parce qu'ils étaient de catégorie 4 ou de catégorie 1. Le titre d'emploi d'acheteur, il fait partie. Alors, ce qu'on a comme information, dans le fond, c'est que les débuts des travaux, c'est à 90 jours. Donc, au 13 septembre 2022, les travaux pour le titre d'emploi d'acheteur auraient commencé. Prolongation des délais jusqu'au 31 janvier 2023. Il y a un partage des évaluations et d'argumentaires respectifs, puis la fin des travaux s'est faite le 31 janvier 2023. Et voici l'exercice qui en ressort. Ce qu'on aurait comme information, c'est qu'il y aurait une entente entre le gouvernement et les syndicats concernant le titre d'emploi d'acheteur. Il y aurait l'augmentation d'un rangement salarial. Il se serait entendu, il n'y a rien de signé encore, mais il y aurait une entente sur un rangement minimum. La Fédération n'est pas d'accord, eux autres, ils voudraient qu'il y ait 2 rangements salariales. Et le gouvernement, pour l'instant, s'oppose à l'argumentation, dans le fond, des syndicats. Et ils ont décidé, dans le fond, de porter à l'arbitrage le titre d'emploi d'acheteur pour le 2e rangement salarial. Ce qu'on entend, dans le fond, c'est que l'arbitrage serait prévu à l'automne. Je n'ai pas la date. Fait ce qu'on a comme minimum pour l'instant, c'est qu'il y aurait une augmentation d'un rangement salarial pour le titre d'acheteur et qu'on se battrait pour un 2e par l'arbitrage. Donc, il y a un juge ou un arbitre qui va en décider si la partie syndicale a raison ou pas. Mais ce qu'on a comme minimum, c'est qu'il y aurait l'augmentation d'un rangement salarial. Fait que c'est ce que j'ai pour les comités, dans le fond, national des emplois. Puis là, je me pose grandement la question, puis c'est une opinion vraiment plus personnelle. Je me demande même si la plupart des titres d'emploi qui ont des plaintes à l'équité salariale devraient peut-être passer plus par le Comité national des emplois, considérant qu'il y a des délais prévus. Ça risque de beaucoup aller plus vite. Je ne sais pas la position de la Fédération, c'est peut-être ma prochaine question que je vais leur poser, dans le fond, au niveau national. Y a-t-il un moyen de passer autrement si on est capable d'avoir des gains comme on a pour acheteurs présentement et adjointe à la direction qui a passé par le même délai prévu? J'espère que la personne qui m'a posé la question sur acheteur, que je dis que je venais, là c'est là. On peut peut-être passer par la période de questions. Tu as peut-être une question suite à la présentation des acheteurs, par exemple? Là? Non, ça va. J'imagine que ça répondait à la question. L'ensemble des titres d'emploi ont été faits. J'espère grandement que on ait des décisions rapides pour les plaintes de 2010 et qu'on enchaîne directement dans les plaintes de 2015. C'est ce qui m'a fait complètement au bloc 2, là, parce qu'il y avait la petite partie des acheteurs. Avant de rentrer dans le bloc 3, il y avait d'autres questions? Ça se peut qu'il y ait d'autres questions qui soient venues aux commentaires par la suite. Non, c'est bon. Excellent. Le bloc 3, c'est plus le plan d'action. Je vous dirais qu'il faut continuer à se mobiliser. La mobilisation ne fera pas en sorte d'un résultat supérieur. Ça ne va pas augmenter vos rangements salariales à la hausse, même si on se mobilise et on met beaucoup de pression. Ce que la pression va faire sur notre mobilisation, dans le fond, c'est d'augmenter le rythme de négo pour arriver à la fin des résultats et d'avoir des décisions à ces plaintes-là. Plus qu'on va mettre de pression, c'est que ça va faire accélérer les travaux pour la plainte de 2010 puis celle de 2015, puis espérer commencer celle de 2020 rapidement. Pour le plan d'action, on s'est fait rencontrer par la Fédération le 31 mai. Donc, l'ensemble des syndicats du Québec d'éducation et des services sociaux ont eu pratiquement la même présentation qu'on vous a faite par le PowerPoint. Là. Il y avait d'autres affaires qui étaient moins importantes vu qu'ils ne touchaient pas vos titres d'emploi. L'ensemble des syndicats du Québec ont demandé, c'est un plan national pour aller plus loin. Évidemment, on fait des petites affaires régionales, là, mais là, ce qu'on a demandé, dans le fond, c'est qu'à l'automne, on ait un plan d'action national. Donc, ça veut dire que c'est des actions ou des activités qui vont toucher beaucoup plus, au lieu d'aller toucher la PDG, mettons, du 6 des Laurentides, qui, elle, n'a même pas d'impact sur, exemple, l'équité salariale, parce que c'est une loi qui est vraiment à part. C'est d'aller viser le Conseil du Trésor, aller viser le gouvernement. Donc, ça peut être n'importe quel type d'action, mais on a demandé des actions nationales. Fait que la Fédération devrait nous sortir pour l'automne un plan d'action national visant ça. En attendant, par contre, avec la période d'été, on sait qu'il y a du ralentissement et que beaucoup de personnes tombent en vacances. Ce qu'on s'est dit, nous autres, le petit comité, c'est qu'on va faire des dîners-causeries pendant l'été. On va essayer d'aller vous rencontrer, jaser un petit peu d'équité salariale, comment est-ce qu'on peut mettre en place des actions pour l'automne pour aller encore un peu plus loin, puis comment est-ce qu'on peut peut-être tenter de forcer la main à l'employeur, au gouvernement, dans le fond, d'accélérer les travaux au niveau de la négociation pour
pour les plaintes à l'équité salariale, je sais, par exemple, qu'il va y avoir une accélération aussi au niveau de la négociation de la Convention collective nationale. Il y a des activités qui s'en viennent pour l'automne. Le but, c'est de ne pas mélanger les deux. Évidemment, ce n'est pas évident parce qu'on sait que la dernière Convention collective nationale, le gouvernement a mélangé les deux ensemble, puis on est venu avec des ententes d'augmentation de conventions collectives et en même temps des résultats des plaintes à l'équité salariale, surtout pour les titres d'emploi de la catégorie 2. Donc, le but, c'est de ne pas démélanger, mais évidemment, je pense que le gouvernement, sa stratégie va être de mélanger ensemble pour régler le tout une fois pour tout. Mais le but, ce n'est pas ça. Fait que pour l'été, on va se planer un petit peu des dîners causeries dans différents établissements, aller vous voir, vous rencontrer, essayer de vous mobiliser encore aussi là-dessus. On a d'autres plannings aussi qu'on essaie d'avoir des budgets là, au niveau régional là, pour faire certaines choses en publicité ou pour motiver un peu. Donc, le comité travaille fort là-dessus quand même. Là. La plus grosse des parties, je vous dirais, c'est ce qu'on a reçu comme nouvelle le 31 mai qu'on vous expose aujourd'hui. C'était important pour nous autres de vous le présenter avant l'été. On considérait que, dans le fond, pour le comité, ce n'était pas souhaitable de vous présenter ça à l'automne. On essaie de trouver une plage horaire assez rapidement pour pouvoir vous présenter ça avant l'été. Au moins, vous soyez au fait des travaux, où c'est que c'est rendu, puis où c'est qu'on s'en va. Fait que c'est important pour nous, pour les membres, dans le fond, que vous soyez au courant. Essayez de au moins diffuser l'information si vous pouvez à vos différents collègues. On a quand même envoyé pour 2212 courriels d'invitation. Donc, il y avait 2212 personnes ayant les titres d'emploi qui auraient pu être ici ce soir. Donc, essayez de passer l'information. La conférence est enregistrée, fait qu'évidemment, on va faire des coupages au montage là, pour garder l'essentiel, mais on va essayer de la rediffuser aussi par les médias sociaux pour que les personnes qui ne pouvaient pas être là, parce qu'évidemment, il y en a qui travaillent de soir ou de nuit, peu importe, n'ont pas pu assister non plus à la rencontre ou peut-être des raisons de conciliation de famille-travail aussi, n'ont pas pu assister. Fait que l'important, c'est qu'il y ait au moins l'information. Fait que c'est le gros de l'essentiel qu'on voulait au moins vous diffuser ce soir et que vous soyez au courant. Attends un petit peu, j'avais une petite question par l'entremise. OK. J'ai une question en lien avec les fonds d'écran Wix. Si vous avez besoin, évidemment, des outils pour l'équité salariale, soit un fonds d'écran, signature courriel, photo Facebook, évidemment, on les avait déjà envoyés par courriel par la personne aux communications qui était Valérie à ce moment-là, mais on peut les rediffuser aussi. On vous invite aussi à suivre la page Facebook du personnel administratif là, de notre syndicat, dans le fond du STT-CSN. La plupart de nos choses concernant l'équité salariale sont dessus. Donc, que ce soit les activités, ce qu'on peut diffuser comme vidéo. Il y a le Vox Pop de la Fédé qui a été diffusé récemment. Il y a un petit explicatif aussi d'une vidéo de 2 minutes sur l'équité salariale. Il y a plein de choses qu'on diffuse dessus, donc on vous encourage à nous suivre un peu partout pour au moins sensibiliser les gens. Je sais qu'il y a du monde qui avait répondu au sondage de mobilisation aussi qu'on avait fait à la fin de l'automne, quasiment au début de l'hiver aussi. Donc, on essaie de mettre les choses en place, ce qui n'est pas toujours évident. Là. Pour la catégorie 3, des fois, vous êtes plus isolé, dans le fond, dans certains services. Fait qu'on essaye de vous encourager et de se mobiliser là-dessus. Fait que là-dessus, moi, ça mettait fin à la présentation totale qu'on avait à vous présenter comme information. Si vous avez d'autres questions, commentaires, c'est le temps. Là, on est encore en ligne. Là, fait que ceux ou celles qui veulent, n'hésitez pas. Si il y a des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous écrire aussi ou nous appeler. On est là pour ça. Mais ça faisait pas mal le tour. Est-ce possible de revoir le tableau des rangements avec les titres salariales? Ben oui. S'il y en a qui veulent l'avoir aussi par courriel, on peut le renvoyer. Là, mais vous pouvez le trouver peut-être aussi sur Google, là, vu que c'est public, vous pouvez avoir accès sur Internet. Je ne sais pas si c'est assez gros là, pour la personne qui voulait peut-être le voir, là, dépendamment de quel rangement elle était. Si elle monte de rangement, quel salaire ça y donnerait aussi. Donc, je essaie de le faire grossir à l'écran, mais c'est pas évident. Là. Je sais pas. Ouais, on va essayer de le centrer. Pas facile. Évidemment. Oui, je vois les commentaires concernant la classe 2. Effectivement, ça peut être décourageant, mais espérez et continuez de vous mobiliser parce que la plainte de 2015 n'est pas encore traitée. Ça pourrait être votre tour pour la plainte de 2015. C'est ce que je pense fortement, là, parce que si la classe 4 et la classe 3 montent, évidemment, pour garder la distance entre les sites d'emploi, la 2 et la 1 devraient finir par monter aussi. Good. Fait que j'espère que ça répondait à la question de l'affichage pour les 28 rangements.
Quand pour la plainte de 2015, je ne sais pas. Ça va dépendre. Aussitôt que la plainte 2010 va être finalisée, bien, la 2015 va commencer. Fait que je ne peux pas avancer de date pour l'instant pour la 2015. Est-ce qu'on a une idée du nombre? Non, je n'ai pas les points par titre d'emploi. Je pourrais peut-être demander à la Fédération peut-être de les sortir, où est-ce que chaque titre d'emploi est rendu en fonction des points. Mais je n'ai pas cette information-là, puis ça ne semble pas être public non plus parce que j'ai tenté de chercher l'information sur la loi à l'équité salariale sur le site de la CNESST. Je n'ai pas trouvé. Fait que je vais essayer par un autre chemin probablement d'essayer d'avoir ces informations-là, mais c'est une très bonne question, effectivement. Vous allez pouvoir savoir si vous êtes sur le bord peut-être de changer de rangement salarial ou pas, effectivement. Ça fait pas mal de tour. Sur ce, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent dans les prochains jours. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça vous a plu malgré les bonnes ou les moins bonnes nouvelles qu'on a pu apporter peut-être ce soir, mais au moins, vous avez l'heure juste pour le moment, au moins dans les préavis décisionnels qu'on a pour 2010. Merci à toutes et à tous. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup pour cette réunion. Ça nous a éclairci un petit peu, mais je pense pas que ce soit encore. Je pense pas que ça va être réglé tout de suite, mais bon, ça nous donne une bonne idée. Puis merci pour les informations. Bonne soirée. Il n'y a pas de quoi.